Ce qui m'a donné envie, c'est naturellement Top Gun quand j'étais petit, donc à 3-4 ans. C'était mon papa qui m'avait acheté le DVD. Et en fait, depuis ce jour-là, j'ai toujours dit que je voulais faire pilote de chasse. J'ai jamais changé d'avis. Eh bien, elle est favorable. On va aller faire une mission d'entraînement d'attaque au sol, portée plutôt sur le canon. Donc on ne tirera pas, bien sûr, ça sera du simulé. Donc on simule une opération d'attaque en fait. Exactement. Tous les jours, on nous forme à faire la guerre. Donc initialement, ça serait plutôt de la protection de l'espace aérien français. Et ensuite, on vient élargir le spectre avec des missions de pénétration en combat aérien chez l'ennemi. On se trouve ici à Saint-Dizier. Voilà. Et en fait, on va descendre donc, dans le sud, on va partir en moyenne altitude, on va partir environ à 3000 mètres d'altitude et on va descendre ici sur Saint-Ouen. On va repartir sur cette partie est vers Auxerre. Ici, on aura une attaque simulée bombe. C'est une mission qui fait à peu près 500-600 km. Ça vole à combien de km/h un avion de chasse? Sur la partie moyenne altitude, on va voler aux alentours des 600 km/h. Et sur la partie basse altitude, là, on a besoin de plus de vitesse, au cas où on a une panne, au cas où on rentre en collision avec un oiseau pour facilement s'extraire de la basse altitude. Donc là, on vole plutôt sur un 900 km/h. Donc là, on a la salle des équipements. On a une gravité qui est assez forte sur notre corps et ce facteur de charge va emmener tout notre sang dans les jambes et donc on va perdre l'irrigation du cerveau et ce qui peut amener les premiers signes sur le voile gris, donc une première réduction du champ de vision, puis après ça peut se transformer en voile noir, donc ce qui peut amener à la fin à un évanouissement, donc c'est pas forcément top. Et donc on est obligé de mettre ce pantalon tigé qu'on vient brancher à l'avion, et ensuite on a le gilet avec la bouée de sauvetage qui se trouve ici, qui vient se gonfler avec une bouteille avec une cartouche de percussion. Et après on a pas mal d'éléments de survie si on venait à s'éjecter. On a un suivi par des moniteurs de sport de l'armée de l'air et de l'espace. Mais c'est assez autonome, donc ça, chacun après de se maintenir en bonne condition physique. Le fait que ça soit aussi engageant physiquement comme métier, ça t'a pas fait peur quand t'as choisi cette formation-là? On est plutôt tout sportif, on aime bien tout ce qui est adrénaline, etc. Donc c'est vraiment quelque chose dans lequel on s'épanouit. Est-ce que du coup tu as des facteurs de vieillissement prématurés quand tu es pilote de chasse? Est-ce qu'il faut s'arrêter de voler assez tôt? Il y a des âges limites qui sont autour de la cinquantaine pour voler dans un avion de chasse. Le corps vieillit, je pense, un peu plus vite, on le ressent aussi. Pour être pilote de chasse, il y a deux cursus, il y a officier de carrière, donc faire 2 ans de prépa et puis ensuite passer l'école de l'air pour être ingénieur, ou il y a le cursus officier sous contrat, ce que j'ai fait. Donc ça, il faut juste un bac général. C'est mieux que ça soit scientifique, mais c'est pas obligatoire. Et à l'issue d'un bac général, on peut présenter les sélections. C'est un peu un mythe de dire qu'il faut être forcément extrêmement bon en maths pour devenir pilote de chasse. Il ne faut pas être extrêmement bon, il faut avoir un peu cette fibre scientifique. Parce qu'en vol, en fait, on va utiliser beaucoup de calculs simples, des règles de 3, mais c'est vraiment de l'entraînement. Avec le mécanicien, on fait tout le tour de l'avion, de l'avant à l'arrière, et on vérifie l'intégrité complète de l'avion. Ici, pas de fuite, pas de point de vue. Il faut être très passionné, c'est quand même un métier qui demande énormément d'engagement et en fait on doit tout connaître par cœur parce que l'avion va tellement vite qu'en vol on n'a pas le temps de se poser une question. Et puis un petit peu patriote quand même parce qu'on s'est engagé pour la France et le but c'est de défendre les intérêts de la France. Ce qui est difficile, c'est que c'est quasiment une remise en question perpétuelle parce que les données changent, les équipements changent. Mais en fait quand on est passionné, ça passe tout seul et puis on va de l'avant. Souvent à la fin des vols, on est fatigué, ces vols de combat aérien, on a la tête qui tourne pendant 2-3 minutes en sortie de l'avion. C'est quoi les sensations que tu as quand tu voles comme ça? C'est de l'adrénaline, surtout déjà au décollage, l'avion est extrêmement puissant. Et puis en vol, quand on prend du plaisir, on a quelques minutes pour regarder dehors, on peut faire quelques manœuvres, on prend vraiment du plaisir et le résultat on est vraiment concentré, on n'a pas le droit à l'erreur pour pas se tromper. Actuellement, on est à 150 greffes, donc on part quasiment un jour sur 2. Ça a permis de sauver en soi 3000 vies.
Ce matin, je me trouve devant l'hôpital Brousse, plus précisément devant le centre hépato-biliaire, où je vais assister exceptionnellement à un processus de prélèvement d'organes. Alors je vais accompagner 2 chirurgiens qui vont prélever aujourd'hui à l'hôpital Mont-d'Or. Un foie, c'est parti, on y va. C'est la glacière qui contient l'IGL, c'est notre liquide de conservation, et la glace. Donc là, c'est juste une glacière pour le foie. Quand on a le pancréas, on prend un autre type de glacière, c'est un Vital Pack. Et souvent, quand il y a des transplantations de pancréas, il y a le rein qui est associé. Donc pareil, on a aussi une autre glacière, mais c'est un autre format. Et donc là, on monte dans la voiture. Nous avons été appelés à 6h du matin pour une proposition de greffon hépatique à la PHP. La proposition concerne un receveur spécifique qui est donc déterminé par l'agence de biomédecine, l'ABM, selon des critères, c'est-à-dire sa fonction hépatique, le nombre de temps depuis lequel il est sur la greffe et la gravité de son état. À Paul Brousse, actuellement on est à 150 greffes, ce qui représente une transplantation tous les 3 jours. Sans compter également tous les greffons qu'on est parti évaluer et malheureusement qu'on n'a pas pris. Donc on part quasiment un jour sur 2. Et c'est parti. On attend que les urologues fassent la préparation des vaisseaux et la libération des reins et après on va intervenir pour préparer le foie. Vous n'avez pas encore vu le scanner? Non, pas encore. On en prend connaissance une fois sur place car il y a une anonymisation des donneurs, donc on n'a pas accès à l'identité du donneur, donc impossible de regarder à distance depuis notre hôpital. C'est parti. Là, les chirurgiens vont disséquer tranquillement tous les organes à prendre, peu à peu, donc c'est assez long, et ils vont disséquer les vaisseaux, pouvoir les clamper et pouvoir retirer les organes peu à peu. En amont de tout ça, on a un gros travail pour vérifier que le patient est vraiment décédé. Il ne faut pas partir sur une suspicion de décès, il faut le confirmer. On a des examens paracliniques qui prouvent à 100% que le patient est décédé. Des scanners, des angioscanners qui vérifient qu'il n'y a plus aucune circulation cérébrale et que le cerveau est complètement décédé avant de pouvoir partir sur une chirurgie comme celle-ci. On ne peut pas prendre des organes d'un patient vivant, c'est strictement impossible. Il faut que ce soit une mort cérébrale. C'est l'état de mort encéphalique. L'état de mort encéphalique, alors il y a plusieurs façons de décréter qu'un patient est mort, mais concrètement, l'état de mort encéphalique c'est assez particulier, mais le cœur peut battre encore et on arrive à encore faire respirer le patient grâce à nos machines, mais c'est le cerveau qui est décédé, le cerveau n'a plus aucune vascularisation. À ce moment-là, on peut dire que le cerveau est décédé. En France, chaque individu est présumé donneur consentant, à moins qu'il ait clairement expliqué son refus, que ce soit en s'inscrivant sur le registre national du refus ou en le communiquant à ses proches. Casser la glace. C'est pour refroidir les organes. On va donc arrêter la circulation corporelle du donneur pour mettre en place notre liquide de conservation et rincer les organes. Alors tout le monde est prêt pour le plantage? Ça va aller faire du bien. C'est bien ouvert de ce côté-là ou pas? C'est ouvert. C'est ouvert. Les deux côtés, c'est ouvert. Plantage. Là, son cœur vient de s'arrêter, donc il n'y a plus de débit, mais on a clampé, on a vascularisé les organes, donc c'est pas grave, c'est normal. Donc on va le laver encore une fois. Le coller. On est escorté par la police pour aller au plus vite sur notre lieu de greffe où la transplantation a déjà débuté. Là, maintenant que l'organe est prélevé, vous avez combien de temps pour le greffer? Alors cela dépend de la qualité du foie, mais on a jusqu'à 10 heures d'ischémie tolérée. Nous venons d'arriver à Paul Brousse
procède avec notre greffon hépatique. Juste derrière moi, la greffe hépatique a déjà commencé. Les chirurgiens ont commencé à explanter le foie, à retirer le foie. On va bientôt s'installer pour faire ce qu'on appelle la back table. C'est un temps de préparation du greffon où on nettoie et on fait les sutures artérielles et veineuses pour éviter tout problème lors de l'implantation de notre greffon hépatique. Là, on fait un prélèvement prélèvement bactériologique pour chercher est-ce que le greffon a été contaminé lors du prélèvement. Et s'il a été contaminé, c'est pour s'il y a des signes d'infection chez le donneur, chez le receveur, on peut le mettre sous traitement adapté. Le foie, c'est un organe vital. Il épure tout le sang du tube digestif. Il produit beaucoup de protéines, beaucoup de facteurs de coagulation. Il régule aussi la glycémie. Donc c'est un métabolisme extrêmement complexe et on n'arrive pas à le remplacer. Par exemple, les reins, on peut les remplacer par la dialyse rénale, mais on n'a pas encore la technologie pour remplacer le foie, tellement c'est un organe avec des métabolismes complexes. 965. 1 kg 575. Du coup, il est trop lourd, il est bien lourd. 1500, c'est normal, non, c'est normal, c'est bien. Dans les normes, c'est un beau poids. Le prélèvement est fini, maintenant on laisse place à l'équipe de greffe. En France, il y a à peu près 1500 donneurs en état de mort encéphalique, ce qui représente plus de 3000 patients greffés. Donc ça permet de sauver en soi 3000 vies. Néanmoins, il y a toujours un taux d'opposition qui est assez important, jusqu'à 35%. Et il faut savoir que souvent, ces raisons de l'opposition, c'est pas tant les donneurs qui les ont donnés, mais parfois ce sont souvent les proches ou la famille qui n'ont pas clairement compris les modalités et les bénéfices de la greffe d'organes. Je pense qu'il est important de continuer à diffuser des messages autour de la greffe pour maximiser au maximum les chances des patients sur liste.